Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Mossoul, Raqqa et bientôt Deir ez-Zor, en Syrie et en Irak, l'État islamique est en déroute. Mais à quel prix? Et pour quelle victoire? Le Comité international de la Croix-Rouge, dans un communiqué le 5 octobre, s'alarmait d'un pic de violence jamais atteint depuis la bataille d'Alep, voici un an. Des centaines de civils sont tués, les écoles et les hôpitaux détruits, précisait encore le communiqué. Vous avez vu sans doute les images des villes syriennes et irakiennes noyées sous un déluge de bombes pour chasser Daesh de ses derniers bastions. Les combattants islamistes ont été éliminés par centaines. Mais combien aussi de civils innocents pris au piège sous les frappes de l'aviation russe et celle de la coalition occidentale? Alors on peut se demander si cette guerre totale contre le terrorisme islamiste est une bonne réponse. Si notre lutte contre le djihadisme en Orient, mais ici aussi sur nos propres territoires, n'attise pas un ressentiment global envers l'Occident. On peut se demander, comme notre invité tout à l'heure, si les victoires proclamées aujourd'hui ne vont pas engendrer demain d'autres djihads. En juin 2014, les combattants de l'État islamique s'emparaient de Mossoul. Depuis la grande mosquée, leur chef, Omar el-Baghdadi, proclamait son califat. Les djihadistes surgis du désert avaient conquis des portions entières de l'Est syrien et du nord de l'Irak, s'approchant même à moins de 100 km de Bagdad. Un territoire totalisant 60 000 km², incluant en Syrie Raqqa, dans la vallée de l'Euphrate, et Palmyre. À cette époque, les grandes villes de l'ouest syrien et même Damas restent sous la menace d'autres groupes, plus ou moins islamistes. L'armée de Bachar el-Assad est aux abois. Elle a utilisé tous les moyens, y compris le chlore et les armes chimiques, pour ne pas céder davantage de terrain. En septembre 2015, Vladimir Poutine engage son armée, ses bombardiers, ses forces spéciales dans le conflit. C'est un premier tournant dans la guerre civile qui ravage la Syrie. Petit à petit, les forces loyalistes ont repris le dessus. La ville de Homs a été reconquise, Alep tombera. En décembre 2016, après des mois de bombardements effroyables, les images de cette tragédie feront le tour du monde. Bachar el-Assad peut célébrer à Alep une victoire décisive. Moscou, Téhéran et les miliciens du Hezbollah libanais lui ont sauvé la mise. En superposition ou en parallèle à cette guerre de reconquête menée par le régime syrien et les Russes, une autre guerre fait rage contre Daesh, ennemi planétaire numéro 1. L'État islamique rassemble contre lui une coalition hétéroclite, presque impensable. Au nord, pilotée par Washington, une alliance arabo-kurde labellisée Force démocratique syrienne. Après Sinjar, elles sont entrées dans la ville de Raqqa. La contre-offensive des forces gouvernementales syriennes a permis de reprendre Palmyre et sans doute bientôt Deir ez-Zor. En Irak, les derniers combattants de Daesh ont été chassés de Mossoul au mois de juillet après 9 mois de bombardements occidentaux intensifs. Grosso modo, la situation sur le terrain, en 3 ans, l'État islamique harcelé de toutes parts a perdu 80% de son territoire. Ses combattants se replient désormais sur le désert, d'où ils étaient venus. Bonjour François Buria. Bonjour. Merci de vous arrêter sur le plateau de Géopolitiste. Tout à l'heure, à l'Université de Genève, vous allez donner une conférence intitulée « Après Alep, Mossoul et Raqqa, où en sommes-nous de la lutte contre le terrorisme ?» Et votre réponse, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé, voire même qu'on a reculé. Oui, il ne faut pas sous-estimer ou négliger ou minimiser la qualité des efforts de ceux qui font qu'il est plus difficile aujourd'hui, et c'est une excellente chose de mettre une bombe dans un avion ou même de faucher des centaines de personnes sur un trottoir. Mais la partie de la partition qui, à mon avis, n'est pas jouée avec l'efficacité demandée, c'est celle du niveau politique qui devrait faire que les gens des services de sécurité aient un petit peu moins de boulot. Alors, pour résumer ma problématique, je dirais que j'ai souvent employé cette expression. Je pense qu'il est important de lutter contre les terroristes, mais il faut cesser d'en fabriquer
Il ne faut pas que dans le même temps, il ne faut pas que de la main droite, on fabrique les terroristes contre lesquels on lutte avec la main gauche. Oui, ce que vous dites, c'est que les bombes lâchées par la coalition, les Russes sur l'État islamique en Syrie, fabriquent du djihadisme plutôt qu'elles ne détruisent le djihadisme. Alors on va monter d'un cran dans l'analyse. Je vais dire que ce qui fabrique de la radicalisation, c'est, pardonnez-moi, je vais jargonner un petit peu, c'est les dysfonctionnements des institutions qui permettent à des populations de se sentir intégrées dans un univers politique. Aussi bien au Proche-Orient que dans nos sociétés, on pourra y venir. Mais disons, au Proche-Orient, c'est par exemple la marginalisation des sunnites. Vous avez tout dit. Au Proche-Orient, c'est ce processus qui, en Irak d'abord, en Syrie ensuite, a fabriqué du désespoir dans toute une partie de la population qui en est arrivée, et on le sait, à regarder les solutions les plus extrêmes comme un moindre mal. Et c'est cette responsabilité que nous avons dans cette dérive des institutions politiques du Proche-Orient, parce qu'elles sont initiées par une ingérence américaine, hein, tout commence par là. 2003. Elles vont se transférer ensuite en Syrie. Et en Syrie, nous avons également une responsabilité essentielle. À partir de 2014, nous cessons de considérer en face la véritable origine de la violence, celle qui fabrique ces réfugiés dont nous avons peur, celle qui fabrique cette radicalisation qui est l'espèce de permis de tuer qui a été donné à un régime désavoué massivement, mais perfusé par une ingérence extérieure russe et iranienne. Et donc c'est cette difficulté que nous avons à corréler les dysfonctionnements de ce que j'appelle le théâtre politique oriental avec ce qui se produit dans nos sociétés, c'est-à-dire que des gens entrent en empathie, hein, je dis la globalisation du ressentiment, c'est-à-dire que dans nos sociétés, des gens se sentent suffisamment concernés par le désarroi de leurs coreligionnaires d'Irak et de Syrie, et ils participent à ce conflit qui doit nous signifier que lancer des bombes sur Raqqa, sur Mossoul, ce n'est pas une porte de sortie de la crise. C'est ce que vous voulez dire quand vous dites, je vous ai lu, on est tombé dans le piège de Daesh ? En 2014, on tombe dans le piège de Daesh. Il faut rappeler quelque chose qu'aucun homme politique aime entendre dire. Ce n'est pas Daesh qui nous a déclaré la guerre. Alors on me dit, oui, mais il y avait Merah. Jamais un pays est entré en guerre pour 1, 2 ou 3 attentats, si horribles soient-ils. Daesh, l'État islamique, ses troupes relativement substantielles ne nous avaient pas déclaré la guerre. C'est nous qui avons choisi de déclarer la guerre à Daesh. C'est nous qui avons choisi pour élever le numéro... Enfin, je parle au nom du gouvernement français, pas au nom, mais oui. Du point de vue d'un Français, c'est nous qui avons envoyé le Charles de Gaulle pour améliorer la sécurité, alors que nous nous sommes toujours privés, nous sommes fascinés par le comment. Ah, ils ont utilisé un téléphone portable, ils ont loué une voiture, figurez-vous, et nous refusons, nous commettons un véritable déni s'agissant de la question du pourquoi. On ne veut pas regarder en face la part de responsabilité que l'on a dans le processus qui fabrique des gens qui, devant les vastes possibilités qu'il y a d'être un musulman en politique, choisissent la plus radicale, choisissent la plus sectaire, choisissent celle qui nourrit les crimes horribles que l'on connaît. Et c'est là, à mon avis, qu'on fait une erreur. 5 ans après les premiers attentats djihadistes revendiqués en France, le procès du frère de Mohamed Merah s'est ouvert à Paris. Il est accusé d'avoir radicalisé son cadet et d'être son complice dans les tueries de Toulouse et Montauban en mars 2012. Après cela surviendront les tueries de Charlie Hebdo et la prise d'otage à l'Hyper Cacher à Paris en janvier 2015. À Paris encore, les attentats coordonnés de 2015 au Bataclan et sur des terrasses de café, plus de 130 morts. Dans la foulée de cette nuit de terreur, l'état d'urgence est décrété sur l'ensemble du territoire français. La France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. L'état d'urgence sera renouvelé 6 fois en 2 ans. 10 000 soldats sont mobilisés en permanence, 29 attentats ont été déjoués, plus de 1800 fichiers S ont été placés sous surveillance, 439 personnes assignées à résidence. Au total, durant les 2 années écoulées, les forces de sécurité ont procédé à plus de 4300 perquisitions, pour finalement aboutir à une petite trentaine de procédures liées au terrorisme. L'état d'urgence n'a pas pu empêcher 15 attaques djihadistes, notamment l'attentat au camion bélier sur la promenade des Anglais à Nice, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. L'état d'urgence devrait prendre fin le 1er novembre. Une nouvelle loi antiterroriste en prendra le relais.
Quand un autre éminent chercheur comme vous, Olivier Roy, dit les bombes des terroristes, ici en France ou en Angleterre, ne sont pas nos bombes, vous n'êtes pas d'accord? Il a une expression qui est plus dure encore. Il dit qu'à peu près tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, ça s'appelle la vieille antienne tiers-mondiste. Et Olivier, que j'aime beaucoup par ailleurs, dit aussi la colonisation, ils ne l'ont pas connue. Le conflit israélo-arabe, ils sont tellement analphabètes qu'ils ne savent même pas qu'il existe. Et effectivement, c'est une différence majeure, c'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée d'une désocialisation, mais cette désocialisation, on ne peut pas la couper des dysfonctionnements des mécanismes politiques de notre société et des dysfonctionnements du théâtre oriental. Et effectivement, dire la colonisation, ils ne l'ont pas connue, ou le conflit israélo-arabe, ils sont trop bêtes pour en avoir entendu parler, ça ne coïncide pas. De toute façon, c'est démenti par tout ce qu'on sait, tous les entretiens qu'on a pu faire avec des personnes physiques emprisonnées. Vous avez eu des mots assez forts. Vous avez dit le problème, ce n'est pas les musulmans de France, le problème, c'est la France. Oui, c'est une formule un peu englobante. Mais disons que lorsqu'il y a une déchirure politique à l'intérieur d'une société, je vais d'abord interroger la responsabilité de ceux qui sont majoritaires dans la société. Jusqu'à plus ample informé, les non-musulmans sont majoritaires dans le système politique français. Et donc, si des mécanismes font... J'aime beaucoup citer le poète antillais Césaire qui avait dit « Si vous ne me permettez pas d'être un Français, moi je dirais simplement un citoyen à part entière, il y a de fortes chances que j'ai envie de devenir un citoyen entièrement à part. » Et cette dimension-là du problème, on ne la saisit pas. Est-ce qu'avec Macron, les choses ont changé par rapport à ses prédécesseurs, Sarkozy, Hollande? Je l'ai cru. Je l'ai cru. Moi, j'ai souvent cité Macron avec une certaine sympathie lorsqu'il avait répondu à Valls qui disait essayer de comprendre, c'est excuser. Macron avait eu ce bon sens élémentaire. Il avait dit attention. Si nous fabriquons des jeunes comme ça dans notre société, il doit quelque part y avoir un terreau. Et puis Macron avait eu sur la Syrie une position qui était différente de celle de Mélenchon, Le Pen, Fillon. Malheureusement, Macron a changé du tout au tout peu de temps après, et je dirais qu'il a aggraver ce sentiment de désarroi chez ceux qui l'avaient soutenu. On ne peut pas continuer avec un logiciel qui nous fait percevoir le monde de l'autre par le biais des minorités qui nous sont plus proches. C'est contre-productif, y compris pour les minorités en question. Vous avez évoqué ce terreau. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de ce terreau se fabrique de l'islamisme fondamentaliste qui va jusqu'à égorger de jeunes femmes sur la place de la gare Saint-Charles à Marseille? Alors, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur l'idéologie. Il faut se focaliser sur la violence. Qu'est-ce qui fait qu'un individu passe à la violence? Parce que de tout temps... Mais pas seulement à la délinquance, mais à la violence islamiste. Oui, mais l'islamisme, c'est le vocabulaire qui est disponible à ce moment-là. On dit souvent par exemple, de la résistance palestinienne qu'elle n'a pas attendu le Hamas pour mettre les bombes. Elle en mettait, le chef du FPLP était chrétien. Et le danger méthodologique, je dis purement méthodologique, c'est pas pour être gentil à l'égard des musulmans. Je dis que quand un individu s'est radicalisé politiquement, c'est-à-dire quand il a envie de manier la violence, il cherche le logiciel, il cherche le vocabulaire qui est disponible pour exprimer son mécontentement et pour, si possible, le légitimer. Et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire, il n'y a pas une société apaisée, heureuse, sereine, et tout d'un coup, une idéologie pénètre et elle va la chambouler. Non, il y a une société dont les mécanismes de représentation ne fonctionnent pas, qui fabrique de la marginalité sociale, de la marginalité politique, et cette société va fabriquer des individus qui vont chercher le vocabulaire, le canal qui leur permet d'exprimer leur violence. Et c'est dans cet ordre-là et pas dans l'ordre inverse. Merci François Burgat. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Sur toutes ces questions qui font débat, je vous renvoie au dernier ouvrage de notre invité, François Burgat, Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste. C'est paru aux éditions La Découverte il y a un peu plus d'1 an. Sur le site américain The Cyber Brief, Fabrice Balanche fait une fine analyse de l'impossible dilemme qui se pose à Trump après la défaite de l'État islamique, article mis en ligne le 13 octobre. Enfin, Marielle Rezzonico nous a retrouvés dans les riches archives de la RTS « Islam derrière l'étendard du prophète » de 1986, temps présent, déjà à l'époque, se penchait sur la poussée des mouvements islamistes. C'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.